Donc on a la chance d'avoir avec nous euh, deux responsables qui ont l'expérience concrète, opérationnelle du co-marketing. Donc l'angle d'attaque cet après-midi, c'est vraiment le partage d'expérience avec un minimum de bullshit marketing, voire zéro bullshit marketing, un maximum de partage. Donc tout d'abord, un cadre, c'est la petite partie lexique, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Il nous a semblé que le co-marketing, c'était finalement une façon de trancher l'alternative qu'on a d'habitude en tant que marketeur, qui est à savoir le choix entre le doigt mouillé, l'intuition pure, ce qui est très difficile à porter en interne et dangereux, et la batterie d'études par un institut. Donc le co-marketing vient au milieu de cet espace sans pour autant remplacer ni l'intuition ni les instituts pour amener de la rationalité dans une démarche marketing très agile. Et sur ce thème-là, je voulais juste, en guise d'introduction, partager avec vous, certains d'entre vous connaissent déjà ces concepts-là, mais le concept d'effectuation, et notamment à l'intérieur de l'effectuation, le patchwork fou. Donc il y a un chercheur très connu en France qui s'appelle Philippe Silberzan, qui a pas mal écrit sur ces sujets, et il dit quoi ? Que les entreprises innovantes sont dans une logique très itérative, où finalement ils ont une idée de départ. Pensez à Facebook à son origine, et ces boîtes très innovantes vont se confronter très rapidement aux différentes parties prenantes qu'elles cherchent à emmener dans leur projet, donc des collaborateurs, mais aussi et surtout des clients. Et elles vont finalement co-construire leurs produits et non pas penser un produit de façon abstraite dans une tour d'ivoire et descendre sur le marché, tout d'un coup amener ce produit magique à leur cible. Elles vont co-construire et finalement un produit, c'est un patchwork fou quand ça marche bien, c'est-à-dire un truc qui n'est pas du tout le produit de départ, mais par contre un produit qui colle à son marché, à la réalité et aux besoins de ses clients. Donc c'était une parenthèse pour se dire, mais finalement, est-ce que le co-marketing, et je me tourne vers nos invités, est-ce que le co-marketing c'est bien ça pour vous ? C'est-à-dire une façon de trancher le débat entre, première question, entre l'intuition et les études marketing, les instituts d'études. Et est-ce qu'on est d'accord que finalement le co-marketing c'est une façon de faire un beau patchwork, un petit peu désorganisé mais très efficace ? Nathalie ? Alors, tout à fait. Nous, dans la démarche que nous avons eue, on reviendra dessus. On est vraiment dans une idée de construire une relation au quotidien avec nos clients. Donc, on ne sait pas toujours où ça va nous mener. Mais en fait, c'est par itération, c'est par échange. Et c'est dans la connaissance de leurs besoins, de leurs attentes, effectivement, qu'on va nourrir après des processus de réflexion nouveaux. Donc, tout à fait. Donc, ce patchwork se met en place aussi chez nous. Et chez NJ, patchwork fou ou expert dans sa tour d'ivoire ? Chez NJ, le mot patchwork peut peut-être faire peur. En tout cas, on travaille pour aller sur des axes de ce type-là. Effectivement, on travaille sur la collaboration en fait, avec nos clients, avec d'une part une recherche de proximité. J'y reviendrai tout à l'heure probablement sur cette proximité qui n'est pas simple à opérer dans nos environnements. Et effectivement, cette notion de dépasser l'intuition, ça permet d'aller sur des niveaux de direction. On co-construit avec nos clients pour trouver les bonnes directions. Renforcer nos convictions, parce que lorsqu'on doit défendre des projets à l'interne, il faut être fort des avis clients, c'est très important. Et puis surtout, instaurer des conversations. Parce que finalement, une collaboration, un échange, un avis client, c'est autant d'opportunités pour développer des conversations et s'enrichir mutuellement. Quelques exemples et quelques KPI aussi, parce qu'au buffet, en échangeant avec certains d'entre vous, la consigne était « soyez concrets, donnez des KPI ». C'est tombé, on les avait prévus. Donc un visuel très vite que je vais commenter pour toi Nathalie, c'est finalement le groupe Aliaxis, c'est une marque en France qui s'appelle Nicole, et là vous avez devant vous l'écran auquel sont soumis les clients de Nicole pour les embarquer dans un processus, ou en tout cas dans une collaboration assez large qui inclut le co-marketing et donc ce marketing collaboratif. Exemple que je me permets de présenter pour toi. Donc voilà, un visuel ultra concret où on raconte le projet, on partage le projet pour avoir une autorisation, pour avoir un accord, parce qu'on est dans une logique où on va faire contribuer sans contrepartie des clients. Donc il faut leur expliquer l'histoire un petit peu avant. Ce qui va donner ce type de conversation. Donc là, encore une fois, je le fais pour Nathalie, pour aller vite, pour lui laisser le temps tout à l'heure de commenter ces éléments-là. Donc on est dans un
écran type où une personne plutôt haut placée dans l'entreprise, avec des responsabilités, là en l'occurrence sur la R&D, dialogue avec des clients dans une conversation qui peut s'apparenter à ce qu'on trouve sur LinkedIn, mais en mode fermé, puis avec un peu plus de fonctionnalité, évidemment. Un autre exemple, on va quitter le B2B, parce que ces deux magnifiques marques sont dans le B2B, on va aller dans le B2C, sur de la pâtisserie industrielle en grande consommation. Donc, sur le terrain du marketing, on est probablement à l'opposé d'Engie et de Nicole. Et on voit là l'interface qu'utilise la responsable marketing de la marque Mota pour lancer des groupes d'innovation auxquels elle va convier ses propres consommateurs. Là, on va parler de consommateurs. Et deux éléments, je ne sais pas si c'est des KPI, c'est pas tout à fait des KPI, mais deux éléments ultra concrets pour vous dire que cette marque-là, quand elle lance un groupe de co-innovation, elle met 15 minutes entre l'idée de lancer un groupe et le lancement du groupe, donc c'est ultra agile. Et en termes de charge de travail, c'est un message par jour, parce que l'idée, c'est de s'affranchir des instituts. Alors les instituts, évidemment, personne ne s'en affranchit complètement, mais c'est sur cette démarche-là particulière, s'en affranchir pour être capable, de façon autonome, d'avoir cette conversation dont ils vont parler avec ses clients. Ici, quelques retours aussi, là pour le coup KPI, dans une démarche de... Alors Yvan, je ne sais pas si toi tu rémunères ou tu récompenses les clients qui collaborent avec toi, mais chez Nicole, je sais qu'on pas. Là, sur Mota, premier point d'ailleurs sur lequel je t'interroge, sur Mota, il y a zéro rémunération, ni même gaming, loterie, points. Comment vous faites chez Engie vous faites, On a testé différentes approches. En fait, ça ne répond pas forcément à la difficulté de recrutement, en fait, que ce soit rémunéré ou pas. Bon, on est dans un environnement B2B hein, qui est un peu différent de ce que tu évoques là avec le cas Mota. Et finalement, c'est plutôt de la motivation, les convictions, l'intérêt que peut avoir un client B2B à nous accompagner sur des projets qui lui serviront ensuite. C'est plutôt là qu'il faut que se situe la clé, et pas tellement sur les enjeux de rémunération. Ok, là, sur cet exemple grande consommation, donc zéro gaming, et finalement, un taux de participation de 20%. C'est-à-dire si la marque invite 100 personnes, il y en a 20 qui viennent participer à cet échange, avec 3,4 contributions par consommateur. Et là, quelques verbatims qui sont en fait des réactions des consommateurs après la tenue d'une séance de co-marketing. Et on voit que les consommateurs, ils sont dans le remerciement. Ce n'était pas un dû de les interroger, c'est au contraire une faveur. Et quand on parle de co-marketing, on parle d'une délégation de pouvoir. On offre, on donne à ses clients quelque chose qu'ils n'avaient pas jusqu'ici, c'est-à-dire du pouvoir. Et donc ils en sont reconnaissants. On va rentrer un peu plus dans le concret maintenant de ce qu'Engie a fait avec un mini schéma de process qui reprend ce que tu nous as exprimé en préparant ce groupe, c'est-à-dire que vous avez mis l'expression de besoin client au départ de votre processus, vous avez co-construit et finalement tu as le sentiment que vous êtes aux prémices de ce qui pourra devenir une communauté. Et tu avais deux exemples, je crois, d'applications en tête à partager. Oui, alors la création de communauté, elle est encore à venir. Hein. On est plutôt à la phase co-construction aujourd'hui. En fait, juste un rappel sur le fait qu'on est dans un environnement purement B2B. Je vais revenir aussi sur notre difficulté parce qu'on a dit pas de bullshit, donc du concret. Notre métier, c'était de fournisseur d'énergie auprès des entreprises. Aujourd'hui, je suis peut-être présent dans la salle parce que je vous apporte la lumière, mais c'est éminemment immatériel. Nous ne sommes pas présents chez nos clients au quotidien et du fait de cette immatérialité, en fait, notre présence est compliquée à entretenir. On a des cycles de reconduction de contrat qui sont aussi très longs. Donc finalement, la proximité est très compliquée à instaurer. On est dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Hein, les marchés sont ouverts récemment. Donc finalement, nos clients nous accordent très très peu de temps. Une fois que l'acte d'achat est fait, on s'efface. Et du coup, arriver à l'émergence d'une communauté dans un contexte comme celui-là devient très complexe. Il y a un autre paramètre qui est aussi celui de l'histoire de nos groupes dans l'énergie, où on était sur une culture de l'ingénieur, de l'expert, de celui qui était le sachant et qui finalement détenait ce pouvoir que tu évoquais. Et cet empowerment des clients, finalement, c'est un phénomène qui est assez récent et même si on en a conscience, il y a toute une transition interne qu'il faut mener pour finalement faire émerger la parole du client en priorité et s'entourer de l'expertise ensuite pour la compléter. Ça, c'est un vrai cheminement qu'on est en train de mener, mais encore une fois, l'histoire est présente. Et finalement, notre façon de procéder, on a testé des approches communautaires. Ça fait un moment, plusieurs années, qu'on s'est dit peut-être qu'il faudrait, et on a voulu le mettre en œuvre. On l'a fait par la création, par exemple, d'une communauté autour de nos premiers clients qui ont acheté de l'énergie verte. Il y a plusieurs années de ça déjà, qui étaient en ligne sur nos espaces digitaux, sur notre site internet. Mais une communauté, ça ne se décrète pas.
ça ne se génère pas spontanément, en particulier en B2B, hormis y mettre énormément de moyens pour l'animer, c'est très compliqué. On a aussi développé des outils spécifiques sur des niches de marché sous forme d'applications qui répondaient certes à des besoins, mais encore une fois, la sauce n'a pas pris. Donc c'est des approches qu'on a mis de côté, parce que finalement, on investissait du temps et des budgets qui ne nous apportaient pas satisfaction. Et aujourd'hui, finalement, le choix, il est amener nos clients à co-construire avec nous, donc principalement dans des phases de design, des phases de design de service. Donc là, j'ai 2 exemples qui sont là, mais on a redesigné dans notre espace client de façon très très profonde depuis 1 an, en particulier autour de l'item de la facturation, qui peut être très complexe en énergie chez les entreprises, et un autre projet un peu plus récent autour de quel doit être notre positionnement autour des énergies vertes au sens large auprès de nos clients. En fait, ce dont on s'aperçoit, au-delà des difficultés de recrutement, c'est que ce sont des moments très très privilégiés d'échange avec nos clients. Et on arrive quasiment à une notion d'intimité. Ils nous livrent beaucoup d'informations sur leur stratégie, sur leur mise en œuvre, mais aussi sur leurs besoins, comment on peut les accompagner. Et ce sont finalement des expressions qu'ils ne livrent pas aux sales. Parce que, encore une fois, j'achète de l'énergie, c'est un acte en one shot, et je ne me livre pas forcément complètement sur mes axes stratégiques auprès de nos représentants commerciaux. Donc du coup, finalement, c'est très important pour nous de systématiser la présence client dans ces phases de design, et finalement, dès le départ, entre guillemets, annoncer auprès d'eux qu'on aura une logique de continuité de la relation et qu'on veut aussi identifier leur capacité et pourquoi pas devenir des ambassadeurs. Et ce qu'on note finalement, c'est que de cet environnement B2B, dans cette phase de transition énergétique que vous connaissez tous aujourd'hui, un monde nouveau s'ouvre dans l'énergie, de nouvelles approches se font jour chez nos clients, certains sont déjà très matures, mais c'est une minorité, et beaucoup d'autres ont envie finalement d'être mis en relation entre eux. Et finalement, ce lien, c'est nous qui pouvons l'opérer au travers de ces démarches-là, et c'est comme ça qu'on va commencer à constituer ces petits noyaux qui sont aujourd'hui encore restreints, mais qu'on va faire grossir pour aller sur des logiques d'animation communautaire et d'ambassadeurs. Et chez Nicole, est-ce que donc, tu peux partager avec nous le contexte dans le cadre duquel les démarches de co-marketing sont opérées ? Oui, tout à fait. Donc déjà, au tout départ, ce n'était pas un projet de co-marketing ou de développement, c'était un projet de CRM. Donc Nicole, c'est une marque B2B, donc une marque professionnelle, et qui a une problématique qui est sa proximité en fait avec ses clients utilisateurs, puisque nos marques sont distribuées via un réseau de distribution, et donc voilà, c'est une problématique commune, connue, mais effectivement, on a souhaité mettre en place tout un dispositif pour pouvoir être en relation, en proximité avec nos clients. Et donc au tout départ, on a construit effectivement une roadmap, j'avais proposé une roadmap digitale. Donc on est parti sur un socle data, on avait un socle aussi CRM transformation, et on avait des projets d'engagement aussi à mettre en place. Et donc en commençant avec un programme d'avocats de marque, pouvoir effectivement rentrer en relation avec ces clients qui installent nos produits, on a senti qu'il y avait une création de valeur qui se faisait. Déjà finalement c'est un échange qui se faisait parce qu'on recevait des insights de nos clients. Et donc ça nous a encouragés à aller plus loin. On a mis ensuite en place une plateforme de dialogue, donc C2C. Donc on avait nos avocats de marque experts qui acceptent de répondre en fait à des questions de professionnels. Et puis ensuite, on est arrivé à la partie co-développement. Donc toujours dans cette stratégie d'alliance, on s'est rendu compte que ce co-développement, on le faisait assez naturellement entre nos équipes R&D et nos clients, mais la mise en œuvre était extrêmement complexe. Donc c'était pour des sujets, bien sûr, des lancements de produits, avec des mises en œuvre qui nécessitaient de dépenser pas mal d'énergie. Et donc ça ne se faisait pas au fil du temps. C'était plutôt sur des moments très précis. Et donc on a trouvé effectivement, on a partagé ces projets avec nos équipes R&D qui ont tout de suite vu un intérêt extraordinaire à pouvoir faire rentrer la voix du client en permanence chaque jour dans leur processus. Donc de pouvoir les interroger en créant donc des focus group de façon très naturelle sur la base donc de nos données CRM et de pouvoir effectivement gagner en agilité. Donc voilà un peu la genèse du projet, et donc ça a été plus par itération aussi que ce projet est arrivé au cœur de l'entreprise. Je rebondis sur ce point-là parce que finalement vous relevez tous les deux le fait que quand on parle de co-marketing ou de co-quelque chose, on est dans la relation client, on est dans le CRM, on est dans les études, on est dans plusieurs domaines qui normalement n'ont pas l'habitude de se fréquenter.
Est-ce que ça a été un problème chez chacun d'entre vous? Alors peut-être Yvan en premier lieu, et puis Nathalie. Alors effectivement, de toute façon, la logique d'étude, elle est présente historiquement chez nous. On en fait en permanence. On a des dispositifs aussi d'écoute qui sont permanents, écoute à chaud, écoute à froid, surtout issus finalement de l'écoute de nos clients par rapport à ce qu'on appelle la mise en place des contrats, parce que ça peut être assez complexe, les contrats d'énergie en B2B, donc des processus ici qui sont lourds. Donc effectivement, c'est aussi cette réunification de l'écoute client par les procédés classiques, avec ce que j'évoquais jusqu'à présent, c'est-à-dire l'enrichissement avec des contacts très privilégiés dans des phases de design de service, qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'attendent nos clients, sur toutes leurs composantes. Et aujourd'hui, par ailleurs, on n'a pas encore, je dirais, réunifié ces données. On n'est pas à cette étape-là. C'est peut-être justement l'étape d'après, lorsqu'on sera amené à faire réémerger des communautés, qui fera se doter d'une solution. Ça, c'est les choses qu'on a en tête, évidemment, qui permettra cette réunification. Et chez Aliaxis? Alors le projet que l'on a lancé, quelque chose de très structurant pour nous, parce qu'effectivement, on avait une organisation très en silo. Et aujourd'hui, c'est un projet commun que l'on partage avec nos équipes de vente, parce qu'on demande aussi à nos équipes de vente de proposer effectivement ce service aux installateurs qu'ils vont rencontrer. Donc il faut s'approprier ce sujet. Donc même la co-création, le co-développement, c'est quelque chose qui va rentrer dans le discours de nos commerciaux. Donc c'est pas naturel, il faut l'installer, il y a des freins, etc. Mais effectivement, ça amène à apporter une culture du client qui est différente. Au niveau du marketing, ce qui était beaucoup plus évident, mais il faut l'intégrer dans notre système d'information effectivement pour pouvoir avoir effectivement des liens entre nos plateformes digitales, une plateforme de brand advocacy, notre CRM. Donc ça a été aussi très structurant dans notre approche data. Et puis pour le service innovation, qui était un service un peu parallèle, sur lequel il y a des échanges bien sûr, mais la voix du client n'était jamais partagée de cette façon-là, quoi. Elle était plus sur des systèmes d'études, des focus group qui étaient organisés, mais on n'avait pas ce partage au quotidien des problématiques, des enjeux à résoudre. Donc il y a un enjeu de décloisonnement qui est hyper intéressant. Forcément, il y a des freins à lever, il y a une culture à installer, mais pour nous, c'est un sujet qui est très structurant. Voilà. De notre côté, on a essayé de synthétiser ce qu'on s'était dit auparavant en préparant cette table ronde et puis en regardant du côté de nos clients les retours d'expérience, et on s'est dit que finalement, les facteurs clés de succès d'un programme de co-marketing, c'était d'abord la méthode. Parce que donc je vous soumets en fait cette conclusion pour que vous réagissiez. D'abord la méthode, parce qu'il faut de l'agilité et de la robustesse. Donc c'est quand même un petit peu antinomique au départ. En tout cas, traditionnellement, c'est antinomique. Ensuite, on est dans un fonctionnement itératif, donc en continu, ce qui est aussi un petit peu nouveau. On va croiser de la data issue du CRM, du déclaratif. On peut scorer les clients pour savoir qui interroger, et si possible, un client qui rapportera demain soit de l'argent, soit du bouche à oreille, pour dire les choses prosaïquement. On est dans une ultra-relation, donc de pouvoir partager, sans bullshit, parce qu'on fait des promesses aux clients de dire « aide-moi à innover ». Donc on est tenu d'intégrer ce que le client a dit, sinon on est dans de la manipulation et donc on se fait sanctionner. Et au final, le vrai juge de paix, c'est probablement l'innovation qui réussit. On sait qu'en grande consommation, il y a 3 innovations sur 4 qui sortent du rayon après 6 mois. Je ne connais pas les scores de vos innovations, mais on sait que c'est très compliqué d'innover. Il y a des notions donc, de succès de lancement d'innovation, de délai pour lancer les innovations, de coût de conception. Et le vrai juge de paix, il est probablement à droite. Donc ça prend du temps de mesurer ces indicateurs-là. Est-ce que ce constat en 4 piliers correspond à votre expérience à vous, ou est-ce que vous aimeriez l'amender, ce slide? Donc non, c'est un constat qu'on a encore du mal à mesurer les effets directs. On sait qu'on est dans un cercle vertueux qui nourrit effectivement tous les programmes de l'entreprise. Donc la mesure n'est pas réelle aujourd'hui de façon transversale. En revanche, on est vraiment dans de la construction en fait d'une relation nouvelle avec nos clients. Il y a un autre KPI qu'on pourrait nous associer et qu'on garde, c'est la satisfaction client. Parce que derrière, on sait aussi que ce n'est pas juste pour nous en interne, c'est du gagnant-gagnant, et qu'on crée une relation riche et qu'on génère de la satisfaction. Ça, on le mesure. Il y a un niveau d'attachement à la marque qui se crée et qui est réel. Et ça, on le mesure. Et autrement, effectivement, en termes de data, on a un enrichissement très rapide
avec des insights qui sont très riches, et ce à quoi on n'avait pas accès auparavant, quoi. C'était très compliqué pour nous de les mettre en œuvre. Donc ça a été vraiment un accélérateur en fait, dans le développement de notre roadmap. Moi, j'ajouterais une autre dimension qu'on commence à observer. Alors déjà, deux choses. On parle beaucoup de clients, on peut aussi parler de prospects. Parce que pourquoi ne pas co-construire aussi avec des prospects? Il ne faut pas se l'interdire, bien au contraire. Il faut aller sur cette voie-là. Et si on revient à la notion de client, ce qu'on observe aussi, c'est pourquoi pas, il y a notre KPI ajouté, c'est le churn. Parce que quand vous rentrez dans une logique de co-marketing, de co-élaboration, de co-construction, vous dépassez, si vous le faites intelligemment, la notion de client. Quelque part, vous basculez sur une notion de partenaire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a des exemples où, malgré tout, j'ai en tête des gros appels d'offres où on a eu l'occasion de travailler avec les équipes de certains de nos clients. Il se trouve que, voilà, on a gagné. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement cette approche de co-construction qui nous a fait gagner, mais ça rentre en ligne dans la confiance que nous accorde le client et en finalement sa capacité aussi à mieux nous connaître et nous connaître différemment que des relations commerciales qu'il peut avoir habituellement. Soraya me dit que c'était le mot de la fin. C'est ça. Est-ce qu'on a droit à des questions dans le public ou pas? On a droit à donc 10 questions chacun. Des questions? Une question? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous trois. Merci.